Bonjour à tous. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de monitoring de prod. Rapidement, je m'appelle Grégoire Pinault, je travaille pour Blackfire Sensio Labs depuis un peu plus de 4 ans. Et donc aujourd'hui on va parler beaucoup de logs. On m'a expliqué que pour faire une bonne présentation, il fallait souvent essayer de raconter une histoire. Donc je vais essayer de vous raconter une histoire d'une fatale erreur PHP en production. En fait, c'est une page blanche, donc il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter, il n'y a pas de log, du coup il n'y a pas d'alerte. Mais ça, c'était avant, c'était en Symfony 2.3 et version précédente. Et on va voir ensemble, dans cette présentation, pourquoi il faut loguer, comment on log avec Monolog et du coup dans Symfony, et du coup comment essayer de gérer les erreurs PHP qui peuvent arriver et être averti dès que vous avez par exemple une fatale erreur qui arrive en prod. Donc tout d'abord, pourquoi loguer ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, pour vous aider à débugger, à travers les logs, vous allez pouvoir suivre le flow d'exécution de votre code, essayer de comprendre le code, si jamais c'est une partie que vous ne connaissez pas trop, trouver les bugs et surtout essayer de les résoudre. Et vous allez aussi devoir loguer pour monitorer votre application. Par exemple, vous allez pouvoir recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une erreur dans votre application qui arrive, recevoir par exemple des notifications dans Slack, envoyer ces logs dans Sentry. Sentry, c'est un service qu'on utilise chez Sensio qui permet d'agréger les logs et d'avoir une alerte par mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle erreur qui arrive. Donc s'il y a 200 fois la même erreur, vous allez recevoir uniquement qu'un seul mail. Ce qu'on fait aussi à Sensio, c'est qu'on envoie nos logs dans Elasticsearch. Donc ce matin, il y a Olivier qui a fait une bonne présentation pour parler un petit peu de la stack Elasticsearch Kibana, donc je ne reviendrai pas dessus. Avant de parler un peu plus des logs, il y a une PSR qui existe, le Logger Interface. Donc il y a un dépôt sur Packagist, un package PSR log. Dedans, on va retrouver du coup cette fameuse Logger Interface avec quelques outils, enfin quelques traits et des log level. Donc les log level, il y en a différents en fonction de l'importance. Donc, niveau debug, par exemple, vous allez avoir énormément de choses. Symfony, déjà, va générer énormément de niveaux de log au niveau debug, comme par exemple, dès qu'il y a un événement qui est lancé, dès qu'il y a une requête SQL, enfin, ça c'est Doctrine qui s'en occupe. Donc, vous allez avoir énormément d'informations. Vous avez ensuite le niveau info. Donc là, c'est dès que vous avez une information un peu intéressante, comme un utilisateur qui vient de se loguer. J'ai mis une petite étoile en rouge. En gros, c'est les niveaux de log que nous, on utilise. Moi, j'ai tendance à éviter maintenant le niveau debug parce que justement, il y a beaucoup trop d'informations qui arrivent dans le niveau debug et que du coup, vos lignes de log à vous, elles sont un peu noyées dans toute la masse que peut générer Doctrine ou Symfony ou d'autres composants. Notice, c'est un autre événement qui est intéressant, mais un petit peu plus occasionnel. Il ne fait pas vraiment partie des erreurs, hein, donc c'est juste de l'information. Donc par exemple, nous on l'utilise dès qu'il y a un nouveau message AMQP qui arrive. Vous pouvez imaginer dès qu'il y a un nouvel utilisateur qui s'enregistre, voilà, des faits un petit peu plus importants. On utilise aussi le niveau de log error. Donc là, c'est dès qu'il y a quelque chose qui arrive et qui se passe mal. Et là, en général, ça va impacter l'utilisateur. Donc, par exemple, une erreur, on n'arrive pas à contacter ou à faire quelque chose dans notre application, on va le loguer au niveau erreur. Critical, c'est le niveau d'au-dessus. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très critique qui se passe. Il faut vraiment le loguer et ça doit être vraiment résolu rapidement. Si vous êtes sur un site e-commerce, par exemple, ça va être votre tunnel de paiement, par exemple, qui ne fonctionne plus, ou on n'arrive plus à contacter une API qui s'occupe du paiement. Là, c'est vraiment critique, il faut intervenir le plus rapidement possible. Alert Emergency, c'est quand c'est encore plus compliqué. Souvent, Emergency, il n'y a plus rien qui marche, donc on ne peut même plus loguer. Donc, avec Monolog, c'est simple. Il est déjà packagé dans Symfony avec la standard edition, mais sinon, on a juste à instancier un nouvel objet Monolog. Et ensuite, on utilise les méthodes de l'interface, donc debug, info, warning, error, etc. Quelque chose qui est aussi défini par l'interface, c'est que vous pouvez associer un contexte. Donc un contexte, c'est des métadatas que vous allez pouvoir attacher à vos logs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas utiliser sprintf dans le nom de message, mais plutôt d'attacher un contexte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez utiliser sprintf et que vous allez avoir par exemple de l'agrégation de logs,
Si par exemple j'avais mis Alice vient de s'enregistrer sur le site, bah, ça va être impossible d'agréger tous les nouveaux utilisateurs, de retrouver tous les utilisateurs. Ben voilà, on ne va pas pouvoir faire de l'agrégation, ou ça va être en tout cas plus compliqué. C'est plus simple d'avoir une string qui est tout le temps la même et un contexte qui peut varier en fonction, du contexte. Dans Symfony, rapidement, il y a un service qui s'appelle Logger. Donc si je suis dans un contrôleur, je le récupère, je log. Il n'y a rien de bien spécial là-dedans. On peut l'injecter. Je passe rapidement parce que c'est pas nouveau, mais on reviendra dessus. Donc là, c'est un service. Ça, c'est un petit tip. Ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est que je fais en sorte que le logger soit toujours une dépendance optionnelle. Ça va simplifier, par exemple, les tests. On n'est pas tout le temps obligé d'instancier un logger ou de moquer un logger. Et pour éviter d'avoir plein de if, this logger, alors je log, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est que dans le package PSR log, vous avez un nul logger. C'est quelque chose qui ne va rien faire, ça ne va pas vraiment loguer. Mais en tout cas, voilà, dans vos tests, ça va fonctionner. Vous n'allez pas avoir plein de if dans votre code. Et ça fera du code qui sera un petit peu plus simple à lire. Donc maintenant, vous avez plein de logs. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc là, c'est juste une slide très rapide pour dire que voilà, votre code, il va loguer, ça va arriver dans Monolog, et Monolog a une notion de handler. Les handlers, c'est juste des classes qui vont être capables d'envoyer les logs, comme je disais, dans un fichier, dans Slack, dans Elasticsearch, dans Sentry. Il y a à peu près une trentaine de handlers pour Monolog, fournis par défaut. Normalement, il y a tout ce que vous avez besoin. Si jamais ça n'existe pas, bah, proposez une pull request. C'est quelque chose d'assez simple à implémenter. Est-ce que c'est tout pour Monolog? Non. On va parler des channels. Donc les channels, ça va nous permettre de regrouper ces logs. Avant de parler plus des channels, on va juste voir à quoi ressemble un log. Donc ça, c'est la représentation interne de Monolog, d'un log. Donc vous pouvez voir tout en haut, il y a un message. Donc ça, c'est quand vous faites logger flèche info, bah, c'est ça. Le contexte, on va revenir un petit peu après. Level et level name, bah, c'est le nom de votre level. Et là, on a le fameux channel. On va revenir juste après dessus. Puis la date, les extras, on reviendra. Donc les channels, ça va vous permettre de regrouper les logs. C'est un peu une thématique de log. Il ne faut pas hésiter à en créer des nouveaux. Je mets 5, entre 5 et 20, ça dépend de la taille de votre application. Mais par exemple, vous pouvez très bien imaginer un channel GitHub quand vous avez des interactions avec GitHub, un channel SenseOps Connect quand vous parlez avec Connect, un channel API quand vous parlez avec tel type d'API, un channel, je ne sais pas, e-commerce, enfin pour la partie tunnel de paiement. Donc dans Symfony, il en existe déjà beaucoup, hein, Ascetic, Doctrine, Event, etc. Donc il ne faut pas hésiter à en créer des nouveaux, comme ça va être rapidement, vous allez être très rapidement capable de regrouper tous les logs, et que si par exemple vous voyez qu'il y a un pic de logs qui arrive en production, et si vous voyez qu'ils sont tous dans le channel GitHub, bah, vous savez qu'en ce moment votre application elle a du mal à communiquer avec GitHub, c'est beaucoup plus rapide voilà, de regrouper, et du coup avec par exemple Kibana, vous allez avoir ce genre d'informations très facilement. Pour utiliser les channels, c'est super simple. Le même service qu'on avait tout à l'heure où on a injecté le logger, ben on a juste à le taguer, name monologue.logger, et on crée le nom de channel qu'on veut. C'est tout, ça fonctionne. De la même façon, je n'ai pas de slide pour ça, mais les channels, vous pouvez les brancher à différents channels avec différents handlers. Donc par exemple, vous pouvez dire, tout ce qui parle de GitHub, je l'envoie dans tel type de handler, donc par exemple sur Slack, pour seulement tel type de niveau. La configuration de Symfony est vraiment très très flexible et vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Maintenant, on va parler des processeurs. Donc ça, c'est une partie très importante à mes yeux, qui n'est pas si connue que ça quand on voit les applications à droite à gauche, qui vont vous permettre d'enrichir vos logs. Quand je dis enrichir, ça veut dire que ça va vous permettre d'ajouter par exemple plus d'informations. Donc vous vous souvenez, dans la section extra, on va pouvoir rajouter des choses. Ou aussi, on va pouvoir retravailler complètement les logs, ce qu'on a déjà logué. Donc si je prends un détail d'un log qui est un peu plus conséquent, on voit dans le contexte, par exemple, qu'il y a product avec le nom du produit, une quantité. Et dans extra, je vais retrouver user avec le username et l'email. Donc contexte, comme je disais, c'est quelque chose que vous allez donner quand vous êtes en train de loguer. Donc, par exemple, si on ajoute un produit dans le panier, virgule, arrêt, et là on met par exemple le produit, ce qu'on veut.
Extra, c'est quelque chose d'un peu différent. Ça va être souvent quelque chose d'externe qui vient s'ajouter au log de façon automatique. Juste une représentation textuelle, quand vous êtes dans le fichier applog prod.log, j'ai tout mis sur plusieurs lignes pour que ce soit plus simple à lire. Le premier carré en haut à gauche, c'est le nom du channel. Info, bah, c'est le niveau. Le premier grand rectangle, du coup, c'est le contexte. Il manque une ligne, il y a le message, ensuite il y a le contexte, et enfin les extras. Donc quand je dis ajouter plus d'informations, déjà nativement, dans Monologue, vous avez différents processeurs qui existent. Ils ne sont pas branchés. C'est à vous, du coup, de les activer. Donc par exemple, il y a le web processor, c'est vraiment trivial à brancher. Ça va automatiquement vous rajouter dans la zone extra de vos logs l'URL courante qui a généré le log, ainsi que la méthode, le verbe HTTP et l'IP du client. Vous avez l'UID processor, par exemple, ça vous permet de rajouter un unique ID à toute une série de logs. Donc, quand il y a une requête HTTP qui arrive, c'est assez commun d'avoir 20, 30, 40 logs qui vont être générés. Et le problème, c'est que s'il y a deux erreurs qui arrivent en même temps, bah, les logs vont un peu s'entremêler, on va avoir du mal à savoir qui a généré quel log. Donc, grâce à un unique ID, on va avoir tout le temps le même log pour une grappe, pour un utilisateur, une requête HTTP, et du coup, un deuxième ID pour un autre log. Il faut juste faire attention à quelque chose, c'est si vous avez des consumers, enfin des commandes avec des consumers RabbitMQ par exemple, c'est que cet ID n'est pas remis à 0 entre chaque message AMQP. Donc il faut bien penser à le remettre à 0. Après, vous pouvez implémenter le vôtre. Nous, par exemple, ce qu'on fait à Sensio, c'est qu'on a un user processor qui nous permet automatiquement de rajouter l'utilisateur qui est actuellement connecté dans la zone extra. Vous pouvez imaginer aussi, par exemple, un request context processor. Le nom, on s'en fiche un peu, hein, mais ça permet de rajouter, par exemple, quand vous avez deux services, une architecture orientée service, quand vous avez deux services qui parlent ensemble, bah, vous pouvez réussir à faire en sorte que vous ayez les mêmes ID entre le service A et le service B, quand il y a un appel entre le service A et le service B. Comme ça, vous pouvez très rapidement voir, OK, il y a eu un problème, tel service a appelé tel service, pourquoi on a fait cette requête HTTP, quel a été le déroulé sur le service B, etc. Donc juste un petit exemple de code. Le user processor, il n'y a pas d'interface, ça doit juste être une callable. Donc si vous faites une classe PHP, vous implémentez la méthode invoke, et on reçoit un record en entrée, ce que j'ai dumpé tout à l'heure, et vous le retournez. Si on veut par exemple injecter le conteneur, si on veut par exemple dumper l'utilisateur connecté, je vous recommande d'injecter le conteneur, même si c'est une mauvaise pratique, parce que le but c'est de les loader au maximum, et surtout quand Monologue va démarrer, on n'a pas forcément envie de démarrer le composant de sécurité qui peut être un peu plus long à démarrer, donc il faut vraiment essayer de les loader au maximum. Donc même si c'est pas bien, il y a des cas où c'est mieux de le faire. Et basiquement, bah, vous récupérez le conteneur, vous récupérez le token storage, le user, et ensuite dans la zone extra, donc record extra, donc après ça, donc user ici, j'aurais pu mettre ce que je voulais, et donc dans la clé user du tableau, je mets par exemple le username, l'UID, absolument ce que je veux. Là, j'ai mis attention parce qu'il ne faut surtout pas copier-coller ce code-là parce qu'il peut générer plein de fatales erreurs. Par exemple, le service peut ne pas exister, le token peut être vide, du coup, il n'y a pas de user, donc il faut faire très attention. Si vous voulez un exemple de code qui marche, vous prenez le default controller dans Symfony, il y a une méthode getUser dedans qui est assez safe. Vous regardez le code et vous adaptez. Et du coup, automatiquement, dès que je vais avoir un log, eh ben, je vais avoir l'extra qui va arriver en même temps. Donc c'est vraiment pratique pour débugger. Et du coup, vous pouvez même être proactif, c'est dès que vous avez une alerte dans votre système de monitoring, vous avez le nom de l'utilisateur, vous pouvez lui envoyer un mail si vous êtes proactif, ça nous arrive de le faire, et de dire ouais, on vient de voir que vous avez un problème, qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas on est en train de résoudre, et voilà. C'est tout? Non, toujours pas. Vous allez pouvoir mettre en forme le contexte. Donc le contexte, comme je disais, c'est quelque chose que vous avez donné explicitement au moment où vous loguez, et vous allez pouvoir extraire le nom du produit, extraire le titre d'un article, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Basiquement, ce que j'ai envie de faire dans mon application, c'est ça. J'ai un produit, premier c'est un nom, le prix derrière, je récupère le logger et je mets product, flash product. Donc là, je suis en train d'essayer de loguer, dans le contexte, je mets un objet. Le problème, c'est que par défaut, ça ne va pas donner quelque chose de très utile, ça va donner ça. Donc je vais savoir que product, c'est un objet de type produit, mais je ne vais pas avoir ces informations à l'intérieur.
Et on aimerait avoir quelque chose d'un peu plus facile à lire, ce résultat-là. Donc produit qui soit automatiquement décomposé avec le nom, le prix. L'avantage de faire ça, c'est que vous pourriez me dire, OK, je le fais à chaque fois que je log, c'est moi qui extrais les informations dont j'ai besoin. L'avantage de faire ça avec un processeur, c'est que vous allez l'écrire, le coder qu'une seule fois, ça va marcher partout. Et le jour où vous dites, ah, mais en plus, j'aimerais bien loguer, par exemple, s'il y avait un discount sur le produit, vous avez juste une ligne de code à changer dans toute votre application. Et après ça, pour tous les logs, vous aurez tout le temps plus d'informations et donc le discount. Je passe très rapidement sur le code, mais c'est exactement la même chose. Si dans le contexte, ce coup-ci, j'ai un produit et s'il est d'une instance product, je vais aller récupérer le prix, son nom, etc. Donc pour résumer, le logger, on l'injecte quasiment partout. Moi, comme je disais, tout ce qui est appel à des services tiers, le code qui est vraiment cœur dans votre applicatif où il y a beaucoup de règles métiers, là on injecte le logger, comme ça on a beaucoup d'informations dès qu'il y a des problèmes. On log, on log, on log. Moi je log beaucoup. On utilise des channels pour bien dissocier chacune des parties. On utilise des processeurs, du coup comme je disais, on ajoute l'IP, l'URL, l'utilisateur connecté, et de la même façon on utilise des processeurs pour formater son contexte. Donc comme j'avais dit, on va parler des erreurs PHP. Quelques petits faits. En Symfony inférieur ou égal à 2.5, les fatales erreurs PHP ne sont pas loguées. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous développez une application Symfony 2.3, qui est la LTS actuelle, vous l'envoyez en prod, il y a une erreur PHP, si vous ne faites rien de spécial, vous n'allez pas être au courant. Il y aura juste l'utilisateur qui va subir une page blanche, personne ne sera au courant. Donc c'est à vous de faire quelque chose. Alors, à partir de Symfony 2.6, les fatales erreurs sont loguées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, les notices ne sont toujours pas loguées. Ça, c'est pas encore fait. On est en train d'en parler avec Nico qui passera après, pour que les notices PHP soient loguées automatiquement à partir de 2.7 et 2.8. Pour moi, une notice, c'est vraiment une erreur. On n'est plus en PHP 3, où il y avait plein de notices partout. Maintenant, on essaye de faire du code sans notice, parce que s'il y a une notice, c'est-à-dire qu'on essaye d'accéder à quelque chose qui n'existe pas. Souvent, c'est qu'il va y avoir un problème derrière. Donc le but, pour moi, c'est de convertir les notices PHP en log level, par exemple, au niveau erreur. Comme ça, dès qu'il y a une notice quelque part dans l'application, on est au courant. Donc le but, ça va être de tirer parti de PHP, de Symfony. Donc, comme je disais, avant Symfony 2.5, c'était pas parfait. Nous, en production, à l'époque, on utilisait Monologue Error Handler, qui permet de récupérer les erreurs PHP et de faire des traitements derrière. Et au-dessus de Symfony 2.6, maintenant, on est passé sur le debug Error Handler. Et dans tous les cas, en fait, cet Error Handler, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir les erreurs PHP passer et on va brancher le logger Monologue, par exemple, dedans. Et du coup, toutes les erreurs PHP vont arriver dans Monologue, dans les handlers, et donc, par exemple, dans Sentry, Elasticsearch, etc. Évidemment, il faut faire très attention, c'est de ne pas avoir d'erreur dans le logger. Sinon, vous allez avoir un problème du serpent qui se mord la queue. Il y a une erreur, je log, ah ouais, mais je régénère une erreur, etc., etc. Donc, comme je disais, on fait des channels. Nous, le nôtre, on l'a appelé PHP Error, nouveau channel. Donc, dans Monologue, dans la configuration .yml, Monologue, channel, et on crée un nouveau channel qui s'appelle PHP Error. Et ensuite, on n'a plus qu'à configurer son application Symfony 2. L'idée, c'est d'activer ce système de catch des erreurs PHP le plus tôt possible. Et du coup, un endroit qui va bien pour faire ça, c'est dans le kernel. Donc ça, c'est votre fichier, app kernel. Dans la méthode boot, donc la méthode boot, elle est appelée à chaque fois qu'il y a une requête HTTP qui arrive, à chaque fois que vous démarrez une commande, en ligne de commande. Et donc, si jamais vous n'êtes pas en debug, parce qu'en fait, en debug, c'est géré nativement, Nico en parlera, si jamais donc, vous êtes en environnement de production, ce que vous faites, c'est que vous enregistrez l'erreur handler, vous le configurez, je reviendrai un tout petit peu après dessus, et vous branchez le logger dans cette erreur handler-là. Et juste avec ces deux slides-là, si vous êtes sur Symfony 2.6, ça y est, vous avez les erreurs PHP qui sont loguées en production, et peut-être qu'en 2.7, enfin non, en tout cas avec ce code-là même, vous avez même les notices qui sont directement loguées.
Donc l'erreur handler, rapidement. Throw-at, c'est pour savoir quand est-ce qu'on convertit une erreur PHP en exception PHP. En production, on ne veut pas faire ça. En debug, c'est fait automatiquement. Mais en production, on ne veut pas faire ça. Si jamais il y a une notice, pas grave, on essaye quand même d'aller plus loin. Scope-at, je l'ai mis en rouge parce que ça peut être dangereux. C'est pour garder dans les logs tous les arguments que vous avez dans la stack trace. Donc, c'est-à-dire que ça peut faire un volume énorme de données. Si à un moment, il y a le conteneur, par exemple, qui est injecté, c'est-à-dire que dans les logs, vous allez vous retrouver avec le conteneur. Donc, en prod, on met le niveau 0. Trace-add, c'est juste pour avoir la stack trace, donc des erreurs PHP. Donc là, en prod, e-all, on garde tout. Donc, comme je disais, il faut juste faire attention au mapping, parce que dans Symfony 2.5, 2.6, le mapping n'est pas parfait. Les notices PHP sont, je ne me souviens plus, sûrement au niveau info ou notice, peut-être warning. Non, pas warning, en tout cas, de la PSR de Monologue. Donc, du coup, ça veut dire que c'est des logs qui peuvent passer à la trappe. Donc, ce coup-ci, c'est vraiment fini. Merci beaucoup. Et pas de questions.